bonjour, bienvenue à tous. L'école béninoise ouvre à nouveau ses portes lundi prochain. Les responsables des écoles publiques et privées s'activent pour mettre au propre afin de bien démarrer les classes à partir de lundi. Du côté des parents d'élèves, les procédures d'inscription et de réinscription se déroulent. Une équipe de notre rédaction nous propose le point complet des préparatifs à Cotonou et à Bomé-Calavi. Et puis, le nouveau visage attrayant de la capitale économique du Bénin depuis quelques mois, c'est le fruit des grands travaux qui s'y déroulent. Au nombre des sites pris en compte, le boulevard de la Marina qui longe le port de Cotonou. Hier, le ministre des Infrastructures et des Transports est descendu sur ce site pour voir en personne à quelle étape se trouvent l'exécution des travaux. Économie locale avec l'agence belge de développement Enabel qui a lancé un appel à projet dénommé P-Digitech. Les entreprises éligibles sont des start-up. Le projet s'inscrit dans son programme de développement de l'entrepreneuriat dans la filière ananas. Et l'état final de sélection de Hackathon s'est déroulé jeudi ici même à Cotonou. Bienvenue et merci de préférer Canal 3 Bénin pour vous informer. Dans quelques jours, l'école béninoise ouvre à nouveau ses portes. Les responsables d'école prennent déjà les dispositions pour tout mettre au propre afin de démarrer rigoureusement les classes à partir de lundi prochain. Du côté des parents, les procédures d'inscription et de réinscription, mais aussi les transferts sont les priorités du moment. Les constats des préparatifs de la rentrée signés Ulrich Ekwegaba et des Rampavis. De nouvelles lames de tôle pour changer celles usées et perforées par endroits. C'est l'heure des derniers réglages avant la reprise des classes pour le compte de la rentrée scolaire 2020-2021. À l'école maternelle, quelques pots de peinture traînent encore dans les salles pour redonner éclat à l'espace de travail et d'amusement. Pour les responsables d'école, cette période de pré-rentrée est mise à contribution pour tout parfaire avant l'arrivée des apprenants lundi prochain. D'abord, vous m'avez vu au bureau. Vous avez vu le censeur, et le surveillant général, la secrétaire au bureau. Et nous sommes là pour confectionner les emplois de temps, aussi pour recevoir les nouveaux parents d'élèves. Les parents d'élèves arrivent, les anciens viennent surtout acquérir l'uniforme au niveau de la maison et il y a de nouvelles inscriptions qui se font. Le lundi dernier, on a déjà fait les journées pédagogiques pour pouvoir s'entendre sur un certain nombre de choses avant la rentrée, et aussi bien les dispositions du côté des élèves, du côté des collègues enseignants. Dans la plupart des écoles sillonnées, les emplois du temps sont déjà disponibles et les professeurs ont déjà leurs programmes respectifs. Ils n'attendent donc que les élèves. Nous avions déjà commencé à préparer d'abord au niveau des enseignants qui ont été recrutés, qui ont été formés et ensuite répartis en fonction de nos différentes promotions. Là, ça démarre. Nous sommes prêts. Il n'y a plus rien. Une fois que les emplois de temps sont déjà élaborés et distribués aux enseignants, je crois qu'il ne reste plus rien. Du côté des parents d'élèves, c'est la course à l'inscription. L'on s'affaire pour vite garantir une place pour l'enfant en payant les frais d'écolage ou tout au moins une partie. Si pour certains c'est une routine sans désagrément, pour d'autres par contre c'est la croix et la bannière. Mon enfant a passé l'examen du 2020 et elle était classée ici. Donc, je suis venu l'inscrire ici. Quand je suis venu, pour le moment, je n'ai pas eu de difficultés. Bon, ça se passe très bien. Je viens de donner les dossiers au surveillant. Il m'a demandé d'aller vers le comptable payer et de revenir vers lui. J'ai mon garçon, il passe en 3e au CG Saint-Rita. Je vais lui faire transfert pour venir CG Zogbo. Depuis CG Saint-Rita, j'ai fourni certaines pièces. Je viens maintenant CG Zogbo pour déposer le courrier. On m'a dit d'aller encore PTT de Jéricho avant de... Alors qu'aujourd'hui, nous sommes mercredi. En cette période de pré-rentrée, ce sont les cas de transfert d'école qui posent plus de problèmes. Mais les responsables d'école essaient de calmer les parents d'élèves pour mieux gérer cette situation indépendante de leur volonté. Nous avons certaines difficultés par rapport au numéro de Duc Masseur. Actuellement, le site
a des difficultés à s'ouvrir parce qu'ils sont en train de faire des maintenances. C'est l'établissement d'origine qui enclenche le processus de transfert. Et donc, ces derniers moments-là, il y a un peu de soucis de maintenance informatique, mais je crois que tout est en bonne voie. Cette période de pré-rentrée est également un moment de petites affaires pour certaines personnes. C'est le cas de ce photographe qui offre ses services aux parents d'élèves pour les accompagner le plus rapidement possible dans la constitution des dossiers. Toujours parlant de la reprise des classes, la municipalité de Cotonou vient de mettre en service une série de modules de classe et de clôture en cette veille de la rentrée scolaire 2020-2021. Eh bien, il s'agit des bâtiments scolaires qui répondent aux normes en vigueur pour permettre aux écoliers d'étudier dans un cadre adéquat. L'inauguration des infrastructures a eu lieu jeudi à Cotonou. Teddy Goudalo, Ouliat Sanoussi. Des infrastructures flambant neuves réalisées sur le budget municipal de Cotonou, mises en service à quelques heures de la rentrée scolaire 2020-2021. Une série de modules de classe inaugurés par la 3e adjointe au maire, Irène Françoise Béanzin, dans les 1er, 2e, 5e et 13e arrondissements de la ville pour assurer de bonnes conditions de travail aux apprenants. Nous garantissons une bonne utilisation de cette infrastructure. Ce sera notre manière d'inciter la mairie de Cotonou à poursuivre ses œuvres dans le complexe scolaire d'Avotrou. C'est donc avec un cœur rempli de joie que mes collaborateurs et les apprenants se joignent à moi pour vous exprimer toute notre gratitude. Pour donner le goût du travail à quelqu'un, il faut qu'il y ait un cadre adéquat. Je vous remercie. Je vous remercie, je nous remercie aussi de ce qui a pu être fait. Les bâtiments répondent aux normes en vigueur en matière d'infrastructures scolaires. Ils contribuent donc à une amélioration qualitative de l'enseignement et pallient au manque criard de salles de classe au niveau des écoles maternelles et primaires de Cotonou. Il est composé de 3 salles de classe de 66,96 m² chacune, d'un bureau de 13,50 m² équipé d'une toilette complète de 2,7 m² pour le directeur. Ce joyau-là, c'est pour la communauté de Houlakodji. Donc, chers parents d'élèves, je vous demande vivement de veiller au grain à l'entretien. Ici, à l'école primaire publique de Guadjetin, dans le 12e arrondissement, la mairie de Cotonou a procédé à une sécurisation des lieux. Cette clôture, qui prend en compte tout le domaine, vient renforcer la méthode de suivi des écoliers. Et cette remise de clés du portail aux responsables de la dite école réjouit plus d'un. Nous avons eu quand même, grâce à la mairie de Cotonou, la clôture complète de l'EPP Guadjetin. Un enfant qui est accompagné dans l'éducation, c'est une grâce. Désormais, ils nous permettront à nous, enseignants, de travailler en sécurité et à nos apprenants de mieux surveiller leurs mouvements. L'honneur me choisit de procéder ce jour à la remise des clés de cet ouvrage pour vous permettre de démarrer l'année scolaire dans de bonnes conditions. Je promets que dans les jours à venir, plusieurs autres actions à fort impact seront réalisées dans le domaine de l'enseignement. C'est une manière pour les autorités de la mairie de Cotonou de démontrer leur détermination à œuvrer pour une amélioration du cadre de vie et de travail des écoliers et enseignants sur leur territoire de compétences. Les potentiels bénéficiaires de ces bâtiments ont pris des engagements fermes quant à leur bonne utilisation. Depuis quelques mois, la ville de Cotonou, la capitale économique du Bénin, présente un nouveau visage de par les grands travaux qui s'y mènent, l'asphaltage, l'aménagement de plusieurs espaces, mais au nombre des sites pris en compte, le boulevard de la Marina qui longe le port de Cotonou. Jeudi, le ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Réhomé, est descendu sur le site pour voir en personne l'évolution des travaux. Le ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Réhomé, est allé sur le chantier du boulevard de la Marina.
Une visite effectuée le jeudi 24 septembre pour constater l'avancement des travaux. Ici, quelques explications sont données au ministre. Ce qui reste également, c'est les aménagements paysagers. Les aménagements paysagers, il faudrait que l'entreprise puisse vraiment apprêter et libérer les emprises pour que le cadre de vie qui conduit ce volet puisse conduire la part qui leur revient. Donc au terme de la visite, ce qu'on peut retenir, c'est que oui, aujourd'hui on est hors du délai, mais il y a de belles perspectives pour l'achèvement des travaux d'ici la fin du mois de novembre. La réception de l'ouvrage était prévue pour fin juillet, mais le contexte de la pandémie de Covid-19 a ralenti les travaux. Aujourd'hui, ces travaux avancent et le ministre des Infrastructures et des Transports est confiant. Nous avons pu apprécier l'avancement des travaux. De ce qui ressort du rapport de la mission de contrôle, c'est que les travaux sont aujourd'hui exécutés à un taux global de 82%. Il y a quelques aspects techniques sur lesquels nous allons rapidement travailler. C'est notamment la question du traitement des trottoirs. Nous avons amélioré le traitement des trottoirs par rapport à ce qui était prévu initialement. Et donc cette amélioration fera l'objet de travaux supplémentaires que nous avons demandé à l'entreprise. Avec le niveau d'avancement des travaux évalué actuellement à 82%, l'ouvrage sera livré au mois de décembre. Économie et entrepreneuriat, 15 500 poussins pontes remis aux aviculteurs béninois. La remise a eu lieu mercredi à l'aéroport international Bernardin Ganti de Cotonou. Les bénéficiaires l'ont reçu chacun séance tenante pour leur élevage. Le point de la cérémonie de réception avec Teddy Goudalo à Siangbon-Kanye à Siangbon. Des poussins pontes qui ont fait leur atterrissage ici à l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou dans la nuit du mercredi 23 septembre. Ils sont destinés aux aviculteurs ici présents avec cette remise officielle par le directeur adjoint du cabinet du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Je suis très contente de recevoir ces poussins en ce jour-là. Et je ne cesserai jamais de remercier le DG ATDA 7 qui a fait un grand parcours avec nous, l'IAB, l'interprofession de l'agriculture du Bénin, et l'UNAP, Union nationale des agriculteurs professionnels du Bénin. Je vous remercie vivement. Sur 500 000 têtes de poussins d'un jour attendu, 15 500 sont réceptionnés au profit de 18 aviculteurs qui ont effectué la commande subventionnée par le gouvernement à travers l'Agence territoriale de développement agricole, Pôle 7. Ceci va permettre d'asseoir un système de production locale pour mettre fin à l'importation des œufs au Bénin. C'est un signal fort qu'on donne aux acteurs qui ont payé, les bénéficiaires qui, depuis le lancement, ont commencé par payer leur part. C'est un signal qu'on leur fait pour dire ce n'est pas perdu. Ce à quoi vous êtes engagés, la cause n'est pas encore perdue. Le gouvernement travaille toujours pour trouver les solutions, pour solutionner le goulot des encrements. En dehors de ces poussins pontes d'un jour performant, il y a la production locale qui est là, qui continue donc de se développer et par rapport à laquelle des appuis du gouvernement à travers l'agence qui gère cette filière sont apportés à ces agriculteurs. Ça va en termes d'appui en intrants performants, d'appui en produits en provence pour l'alimentation, en équipement également et en soins primaires parce qu'il faut soigner. La filière aviculture va donc bientôt renaître de ses cendres avec l'accompagnement des acteurs en collaboration avec le gouvernement à travers son programme d'action. Les consommateurs, quant à eux, sont rassurés de la disponibilité des œufs de table dans la période des fêtes de fin d'année qui s'annonce. Et depuis le 15 juin passé, l'agence belge de développement Enabel a lancé un appel à projet dénommé
PI Digitech. C'est dans le cadre de son programme de développement de l'entrepreneuriat dans la filière ananas. La dernière étape de sélection du hackathon s'est déroulée jeudi à Cotonou et à l'arrivée, 8 startups sont retenues pour 9 projets. Ali Moumouni et Rachidi Soubero. Sur une vingtaine de projets inscrits au départ, seulement 9 planches pour la dernière étape du hackathon PI Digitech. Il s'agit d'un appel à projet des innovations technologiques et digitales pour une filière ananas performante. C'est une initiative de l'Agence belge de développement Enabel à travers son programme de développement de l'entrepreneuriat dans la filière ananas DEFIA. Ceci s'inscrit dans le cadre du nouveau programme de coopération bénino-belge pour la période 2019-2023. Ce programme de coopération vise à contribuer à la création d'emplois, à l'augmentation des revenus et à l'amélioration des équilibres macroéconomiques, ainsi qu'à la bonne gestion du dividende démographique et la réduction de la mortalité maternelle et infantile au Bénin. Il est structuré autour de 4 piliers cohérents et complémentaires, dont le pilier 1, relatif à l'appui au développement des chaînes de valeur ajoutée porteuses et à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'agrobusiness. Au cours de cette phase finale du hackathon, les 9 startups ont présenté leurs projets aux membres du jury. À l'arrivée, ce sont les 3 meilleurs qui seront retenus pour la concrétisation du projet. Je salue l'engagement et le sens d'innovation de nos startups nationales qui ont pris part à ce processus. J'encourage celles sélectionnées à donner le meilleur d'elles-mêmes pour figurer dans la liste des 3 meilleurs. L'agriculture occupe une place prépondérante dans les réformes engagées par le programme d'action du gouvernement. C'est ce qui justifie le nouveau cadre institutionnel du développement agricole, basé sur les pôles de développement agricole, PDA, dans le but de promouvoir une agriculture moderne et compétitive. Grâce à ce programme d'Enabel, la filière ananas bénéficie d'un partenariat multi-acteurs dont l'objectif global est de faciliter l'accès des agri-entrepreneurs à des solutions numériques adaptées en vue d'améliorer leurs performances. Enabel reste convaincu que le développement des technologies numériques et leur connexion aux filières agricoles accroissent considérablement les performances des entreprises, contribuent au renforcement de la productivité des chaînes de valeur ajoutée et stimulent la création d'emplois nouveaux. Ces changements, s'ils sont bien pensés et bien menés, peuvent produire en peu de temps des transformations profondes et positives des économies agricoles et rurales des pays en développement comme le Bénin. Environ 45 millions de francs CFA sont prévus pour les meilleurs projets. Faut-il le préciser, ce hackathon est conduit par Startup Valley de l'Université d'Abomey-Calavi et soutenu par l'interprofession de l'ananas et le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Et on parle maintenant de ces échanges entre le gouvernement et les hommes des médias hier à l'Infosec de Cotonou. Au menu des débats, la liberté de presse à l'ère du numérique. Le sujet préoccupe toujours les journalistes avec qui le ministère de la Communication a décidé de prendre langue. On retrouve Ali Moumouni. Cette rencontre d'échange sur la liberté de la presse dans le contexte du numérique est pour nous la bienvenue. Zakiat Latunji, présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, exprimant sa satisfaction à l'ouverture de cette séance d'échange avec le ministère de la Communication sur la liberté de presse. Le sujet est bien préoccupant au vu de l'évolution technologique qui apporte des innovations dans plusieurs secteurs, y compris celui des médias. Cette évolution technologique doit servir de tremplin pour garantir l'expression de la liberté de presse. Mais le constat fait état de ce que cette nouvelle donne qu'offre le numérique permettant de faire œuvre de presse en diffusant, en partageant, relayant ou en archivant de grands nombres d'informations d'actualité sous forme écrite ou audiovisuelle limite la frontière entre la liberté d'expression et la liberté de presse. À travers cette tribune initiée par l'autorité, les acteurs des médias et les cadres du ministère de la Communication, ainsi que ceux de l'économie numérique et de la justice, vont réfléchir sur les différents enjeux de la liberté de presse en lien avec le numérique.
Mais la vraie question qui devrait nous préoccuper est de savoir si la liberté de presse rétrécit ou pas avec le support. Parce qu'en réalité, le numérique, c'est d'abord le support. C'est fondamentalement le support. En quoi est-ce que l'on peut être tolérant avec le support papier et être répressif avec un support numérique? Si le développement du numérique a pour corollaire le rétrécissement du champ de la liberté de presse, c'est à nous, dans cet atelier, de porter la vraie interrogation et d'apporter les bonnes réponses. Mais si les choses sont vues autrement et que nous essayons, c'est également la mission de cet atelier, d'identifier les facteurs qui permettent, qui autorisent cette réflexion, qui considère que le numérique et le code du numérique entravent la liberté de presse, c'est également au cours de cet atelier que je voudrais que nos réflexions nourries permettent de dégager les vraies raisons de cette inquiétude, de cette angoisse. Au cours de cette rencontre, les participants vont suivre une communication sur le thème « Liberté de presse et plateformes numériques ». Des recommandations et résolutions sont attendues pour la production et la circulation de l'information par les canaux numériques. Et puis, Cotonou abrite depuis hier un atelier de validation du document Stratégie nationale de l'identification des personnes. C'est une séance qui fait suite au travail réalisé par les experts sur l'élaboration des documents à Grand Popo. Il s'agira donc de doter le Bénin d'une feuille de route capable de moderniser l'état civil pour une identification complète des citoyens. Les temps forts de l'ouverture des travaux avec Ulrich Ekwegaba, Moufid Sabouan. Après le travail des experts à Grand Popo il y a quelques jours, le document de stratégie nationale de l'identification des personnes DSNIP revient sur tapis à Cotonou pour être validé. À l'entame de cette rencontre, dont les travaux vont marquer un tournant décisif dans la procédure d'identification des personnes en République du Bénin, le gestionnaire mandataire de l'ANIP rappelle quelques avantages de ce processus. Désormais, l'identification des personnes deviendra un facteur d'inclusion et de simplification de l'accès aux services sociaux de base. Les enfants ne seront plus renvoyés de l'école pour défaut d'acte de naissance. Les parents n'auront plus à craindre pour les coûts faramineux d'un processus de régularisation par voie judiciaire. Les Béninois vivant à l'extérieur se sentiront plus proches de leur État. Les services chargés de l'identification formelle puiseront à une source unique et nationale de vérification des données identitaires et chaque citoyen se verra attribuer un identifiant unique, clé d'accès aux services du numérique. Les banques, les compagnies d'assurance, de sécurité sociale et autres bénéficieront de l'interopérabilité pour l'identification et l'authentification de leur clientèle, etc. Et les avantages sont très nombreux. 2 ministres prennent part à ces assises capitales pour la réalisation de plusieurs axes stratégiques du programme d'action du gouvernement, en l'occurrence la modernisation de l'état civil et l'identification complète des citoyens. Il s'agit pour les autorités d'attirer l'attention des uns et des autres sur l'importance que revêt le processus enclenché depuis juillet 2020. Aujourd'hui, la carte nationale d'identité biométrique est une réalité et c'est pourquoi le gouvernement tient à la mise en place d'un document de stratégie nationale de l'identification des personnes en République du Bénin, qui est un outil de planification, d'orientation et de mise en cohérence des interventions de l'État et des autres acteurs ou partenaires. L'identification des personnes, comme vous l'imaginez très bien, favorise la prestation de services par voie électronique et augmente l'efficacité de l'action publique en faveur de la population par la création de nouveaux produits et services en ligne. À cet égard, mettre en place une stratégie d'identification devient un véritable enjeu de développement durable. Ainsi, le document appelé à être validé traduit la volonté du gouvernement de se doter d'un cadre de référence
pour asseoir un système d'identification fiable, sécurisé et statistiquement utile sur l'ensemble du territoire national. La vision de cette stratégie est de doter le Bénin d'un système d'état civil moderne, intégré et performant pour une identification unique de la personne humaine conformément aux normes internationales. Un atelier à un autre, on passe maintenant au lancement de l'actualisation du fichier électoral national. Les échanges ont été organisés autour du thème « Appropriation des dispositions et documents techniques ». L'atelier de Boycon a réuni les membres des institutions impliquées dans l'organisation des élections en République du Bénin. Les détails, Huette Hélène Mousson. L'activité vient lancer le processus d'actualisation du fichier électoral national. Elle est organisée par le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI. L'atelier de Boycon a permis aux participants de s'approprier les étapes techniques et pédagogiques de la mission assignée aux membres du COSLEPI. Votre mission est cruciale et cristallise toutes les attentions, car c'est à vous qu'il revient la lourde énorme responsabilité de produire le fichier électoral national devant conduire l'organisation de l'élection présidentielle prochaine. En acceptant votre invitation pour participer à cet atelier, je voudrais espérer que nos apports et notre expérience depuis 2013 contribuent à l'atteinte de vos objectifs. Selon les différents acteurs qui prennent part au processus, l'actualisation du fichier électoral national appelle à l'élaboration de plusieurs documents techniques et administratifs, mais aussi à la définition d'une démarche méthodologique. Regroupés à cet atelier, les membres des institutions de contrôle des élections, les députés, partenaires techniques et financiers, ainsi que la société civile vont débattre des 10 ans du fichier électoral national et faire le bilan. Ils vont également échanger sur la prise en compte des Béninois de l'extérieur dans le contexte de la COVID-19 dans le cadre de l'actualisation du fichier électoral national 2020-2021 avant de définir des perspectives. Nous allons échanger et partager grâce à vos expertises et intelligences averties sur des thèmes spécifiques et adaptés, évocateurs des réalités de ce qu'a été la LEPI pendant 10 ans. Ainsi, pendant les 2 jours de travaux et dans un effort commun, nous devons satisfaire à 2 attentes majeures pour optimiser nos chances d'atteindre les objectifs d'actualisation du fichier électoral national 2021. L'actualisation du fichier électoral national est une opération éminemment délicate et prend en compte toutes les propositions susceptibles de garantir l'atteinte des objectifs ci-après. L'inscription de tous ceux qui auraient été précédemment omis et qui auraient apporté la preuve de leur omission. L'inscription de tous ceux qui ont acquis les qualités exigées par la loi pour figurer sur le fichier électoral national. Le transfert des citoyens dans des nouveaux centres de vote conformément aux dispositions légales. La radiation des citoyens décédés et autres citoyens qui ont perdu le droit de figurer sur le fichier électoral national conformément aux lois de la République. Le dédoublonnage du fichier électoral pour consacrer un fichier électoral national mis à jour. L'édition et l'impression des documents électoraux, publication de la liste nationale permanente. Il faut préciser que l'opération d'actualisation lancée vise aussi à transformer la liste électorale permanente informatisée LEPI en une liste électorale informatisée LEI, laquelle sera apurée de façon cyclique. Les travaux vont durer 6 mois. Combattre la corruption sous toutes ses formes et partout, c'est bien l'objectif que veulent atteindre les forces armées béninoises. Elles ont commencé la sensibilisation et la lutte contre la corruption en leur propre sein. À cet effet, un séminaire de lutte contre la corruption a été organisé au profit des responsables de l'armée béninoise. L'armée veut combattre la corruption en son sein. Et pour le faire, le ministère de la Défense a organisé le jeudi 24 septembre un séminaire de lutte contre le phénomène. La mise en œuvre de cette vision se base sur la cellule de promotion d'intégrité contre la corruption. L'une des activités de cette cellule, inscrite dans le plan de travail annuel 2020 de notre ministère et qui nous réunit ce jour, jeudi 24 septembre 2020, vise
à sensibiliser les cadres que nous sommes sur les méfaits de la corruption aux fins de s'en prémunir. Le colonel Blaise Adandé-Dian a ajouté que plusieurs actions sont possibles pour endiguer ou minimiser le phénomène. Et le séminaire organisé à l'intention des hommes en uniforme en est une. Le chef d'état-major général des forces armées, le contre-amiral Patrick Jean-Baptiste Aho, représentant le ministre de la Défense nationale, a plaidé pour un renforcement des activités du système national d'intégrité. L'augmentation substantielle de crédits aux activités du système national d'intégrité permettra, j'en suis persuadé, de l'élimination ou la réduction drastique des pratiques contraires à l'éthique, à la morale et davantage instaurera le respect de la chose publique dans la vie quotidienne du Béninois en général et du militaire en particulier. Les séminaristes ont suivi 2 communications. La première porte sur la présentation du système national d'intégrité du Bénin et de l'indice d'intégrité de la défense et de la sécurité nationale. La deuxième est relative à l'implication du contrôle financier dans l'exécution des dépenses publiques des forces armées béninoises. Et avant de boucler cette audience à la présidence de la République, le chef de l'État a reçu donc en audience la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mouchikiwabo, en visite de travail à Cotonou, a donc échangé avec Patrice Talon. Leur tête-à-tête porte sur la santé de la coopération du Bénin avec l'institution qu'elle dirige. De façon globale, a-t-elle souligné, le Bénin est un bon élève dans maintes activités qui sont les domaines d'intervention de l'OIF. Voici un extrait de ces déclarations juste après son audience avec le chef de l'État. Je suis très heureuse de cette visite de travail au Bénin. Je suis ici pour la première fois en tant que secrétaire général de la francophonie. Le Bénin est un pays très actif dans notre organisation depuis bien longtemps. C'est un pays aussi qui, pour nous, représente, de par son implication dans les différentes activités, notamment de l'OIF, dans la participation sur des missions politiques, dans la participation sur les formations, par exemple, dans le domaine de l'entrepreneuriat, et beaucoup plus récemment dans la réponse à un appel à projet sur un fonds de la francophonie pour les femmes qui ont été affectées par cette crise sanitaire. On a reçu du Bénin plus de 100 réponses à l'appel à projet pour des projets vitaux pour les femmes qui sont dans le secteur informel. Donc pour nous, le Bénin représente un État membre, j'allais dire, modèle, qui s'implique, qui réagit, qui contribue également. Donc cette visite était très importante et j'ai eu le bonheur d'échanger avec le président de la République sur le Bénin et la francophonie, la collaboration, notamment sur des questions liées à l'égalité femmes-hommes, à l'autonomisation des femmes, sur des questions politiques d'ordre national, d'ordre sous-régional, d'ordre international. Et nous avons également parlé d'un sujet de convergence visible entre notre organisation, la francophonie et le Bénin, qui est le numérique, un domaine dont ce pays a fait un pilier du développement économique. Et donc voilà, en substance, le cœur de la discussion avec le chef de l'État. Eh bien, c'est la fin de ce journal, un journal préparé par l'ensemble de la rédaction du journal télévisé de Canal 3 Bénin, avec l'accompagnement bien évidemment de l'équipe de la régie. Un coucou spécial à Boris Victor Rwanda qui nous suit toujours depuis Calavine. Vous retrouvez le reste de l'actualité sur canal3télévision.com. On se dit à demain, mais en attendant, je vous souhaite de passer un très bon début de week-end.